Bonjour, c'est Cyril Domoro, ex-international ivoirien. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Bonsoir, bienvenue une fois de plus au meilleur du sport, Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Ce soir, nous allons vous offrir des sujets vachement intéressants autour du football jeune, également la Ligue des Champions avec la MSN. Voici, monsieur Dab, le sommaire de Samedi Sport. Sommaire de Samedi Sport, Ligue des Champions, les performances de la MSN. Messi, Suarez, Neymar vont-ils les consacrer sur le toit de l'Europe du football? Ensuite, focus local, quelles sont les conséquences de l'absence du football jeune au Cameroun? Le combat du siècle entre Mayweather et Pacquiao, pourquoi d'ailleurs c'est considéré comme tel? Quelle stratégie marketing autour et quels en sont les enjeux financiers? Nous sortirons de cette édition avec le retour des playoffs à NBA, avec le bilan de la saison de nos compatriotes Luc Bamonté et Joel Embiid. Monsieur et dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est aujourd'hui constitué de nouvelles personnes, notamment une chroniqueuse parmi nous, Sophie Aïda, qu'on ne présente plus. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous sur le plateau Samedi Sport. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes chroniqueuse, également journaliste. Vous avez débuté votre carrière notamment du côté des États-Unis. Yes. Et que dorénavant, vous allez faire partie de cette aventure de Samedi Sport. That's right. Alors, à ses côtés, nous avons un tout nouveau éducateur sportif du côté de la région parisienne qui est avec nous ce soir pour évoquer le sujet autour du football jeune. Sergi Koala. Sergi Koala, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et pour évoluer, nous avons bien sûr Georges Gimpous. Georges, bonsoir. Bonsoir Adip. Une fois de plus, heureux d'être avec nous. Plaisir partagé, comme d'habitude. Très bien. On évolue donc avec celui qui est considéré sur la toile, sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'arrête pas de recevoir les messages le concernant, comme étant le White User, le Benguis. Albert Bati, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. J'ai hâte. Très bien. On en profite pour donc évoquer la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive nationale et la presse sportive internationale. Au montage, Baudouin Talon. Meat properly. Cuisez la viande correctement. Bienvenue dans votre rubrique Média Presse, l'actualité de la presse cybernétique sportive locale et la presse sportive internationale. L'on débute avec le site Camp Foot qui affirme la présence de Finke à Barcelone et sa volonté de ramener le jeune Jean-Marie Dongo au sein de la tanière des Lions. Le site Boa Football revient également sur le cas Finke, son envie de signer avec la fédération camerounaise pour un nouveau bail. Affaire à suivre. Le bimensuel camerounais Europe Afrique Foot qui à sa 4e parution fait un grand zoom sur le coton sport avec les secrets du Grand Nord. Vous retrouverez aussi l'interview choc exclusive d'Abdourahmane. Du côté de l'Angleterre avec de Mirosport, Zinedine Zidane qui fait la cour à Eden Hazard pour le ramener chez les Merengues dès la saison prochaine. Au Portugal, le quotidien Abola revient sur le flop du FC Porto tout en rappelant que la rivalité pour le titre avec Benfica s'annonce déjà très explosif. La qualification des Blanco-Negro a fait la une de tous les quotidiens sportifs italiens, notamment la Gazzetta dello Sport avec ce titre La Juventus entre les étoiles. Le quotidien Madrid As revient sur la qualification du Real Madrid en demi-finale avec un grand zoom sur le sauveur du jour, le Colombien Chicharito. Le quotidien catalan Sport fait allusion au dernier carré d'as de la Ligue des Champions qui opposera les meilleures équipes du continent. L'équipe Le Quotidien français évoque l'échec de la SM éjectée par la vieille dame trop mature et qui en a déjà vu d'autres. L'hebdomadaire français France Football fait un zoom sur ces acteurs du football français considérés à la suite de leurs nombreuses phrases comme des personnes théâtrales ou encore mieux les clowns de la Ligue 1. Ce sera tout, monsieur et dames, pour cette rubrique Média Presse. À très bientôt. Bonjour. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International.
Alors, retour sur le plateau de Samedi Sport pour évoluer autour du premier sujet de cette édition, notamment avec la Ligue des Champions. On va s'intéresser plus précisément à la MSN, le trio Messi, Suarez, Neymar, pour essayer d'évaluer aujourd'hui le niveau de performance. Alors, pour en parler, effectivement, avec nous sur le plateau, les différents spécialistes, on va débuter d'abord avec vous, Georges Gimbous, par rapport à cette actualité. Quoique, je pense du côté de la technique, on va d'abord vous diffuser l'entretien que nous avons eu en exclusivité avec un consultant du côté de Beansport, Omar Da Fonseca, que nous avons enregistré juste avant le début de cette édition. Je vous prie de bien vous la suivre. Allô? Allô? Oui, Omar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International au Cameroun. Bonsoir, merci. Alors, Omar, dites-nous, comment était la rencontre hier à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, surtout les performances de Ronaldo? Parce que, quelque part, le fait d'avoir fait 0-0 à l'aller a conditionné ce match retour parce que le Real, il fallait pas prendre son but à la maison et l'Atlético est dans ses gènes la façon de jouer en attendant. Et ce qui fait que surtout Ronaldo s'est retrouvé un peu trop isolé et puis surtout les absences. Il y avait quand même énormément d'absences lorsqu'on sait que Benzema, et surtout Ronaldo, Marcelo lui apporte toujours un soutien sur son côté gauche, donc portugais. Alors, au niveau du côté du FC Barcelone, avec la MSN, Messi, Suarez, Neymar, vous qui êtes un véritable spécialiste du foot, comment trouvez-vous ce trio d'attaquants actuellement? Le match aller à Manchester, c'était Suarez qui avait fait l'écart. Là, le dernier match, c'est bien Neymar contre Paris Saint-Germain avec un Messi qui deviennent par moment un complément, parce qu'ils jouent déjà plus collés à la ligne. Donc, disons qu'il y a une très bonne entente, parce qu'on trouve qu'entre les trois joueurs, ils essayent de s'apporter pour justement fructifier leur performance. Mais en même temps, dès qu'il y en a un qui est un peu en dessous, il y a les autres qui peuvent justement faire la différence et gagner le match pratiquement à eux tout seuls. Ce qui a fait Suarez, Neymar, et c'est ce qui fait très souvent Messi. Alors, Omar, est-ce que Suarez n'est pas le monsieur plus de ce trio, de la MSN? Je ne sais pas si c'est le monsieur plus, mais en tout cas, c'est le seul, parce que Messi et Neymar ont une espèce d'habilité, d'adresse dans leur pied, que Suarez ne l'a pas. Mais Suarez a ce sens, cette faculté des finisseurs qui se préoccupe beaucoup moins de tout ce qui est beauté gestuelle, aux possibilités d'être un peu avec des dribbles et bien contre un. Suarez, c'est lui qui s'est nourri à chaque instant pour marquer le but, peu importe avec quelle partie de son corps, dans quelle position. C'est lui qui a un rôle un petit peu plus ingrat, mais qui en même temps, il fait bouger les filets au moment où pratiquement son équipe et Neymar et Messi ont besoin de lui. Un petit mot à l'attention des téléspectateurs de Samedi Sport sur Canal 2. Non, déjà, je suis content que vous me contactiez pour parler du football d'abord et ensuite on a la chance de pouvoir voir en ce moment que ce soit le Real, Barcelone, le Bayern, des équipes qui ont des individualités énormes à niveau offensif d'attaque. Donc voilà, pourvu que ça dure et qu'on attend les demi-finales qui seront sûrement un spectacle formidable. Merci Omar Da Fonseca, merci à vous, bonne soirée. Bon, à très bientôt, au revoir. Une fois de plus, c'était Omar Da Fonseca, le consultant de Beansport, notamment pour la Ligue des Champions, qui était hier aussi au stade de Santiago Bernabéu pour cette rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. On en profite pour remercier aussi le responsable du service de communication de Beansport, Henri Galipon, qui a facilité cet entretien. On évolue avec le cas du PSG pour essayer de comprendre justement pourquoi le PSG, entre guillemets, est destiné ou était destiné pour ne pas évoluer au niveau de cette compétition, avec un tableau qui va, entre guillemets, nous révéler un certain nombre de paramètres. Là, on voit déjà le résultat de cette journée de Ligue des Champions entre le Bayern et le FC Porto, Barcelone et le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, l'AS Monaco, la Juventus. On évolue donc avec ce tableau qui va nous indiquer exactement les raisons pour lesquelles le PSG n'a pas, ou du moins n'est pas destiné à remporter cette compétition. Alors la première raison, c'est le centre de formation. On parle d'un centre de formation car du côté du FC Barcelone, ils ont un centre où chaque année, aujourd'hui en tout cas, 70% d'effectifs sont des joueurs issus de la formation. On parle d'une star offensive capable d'inscrire 40 buts par saison
40 buts par saison et non pas une star qui est aujourd'hui à la fleur de l'âge, comme le cas d'Ibrahimovic du côté du PSG. Une autre raison, un championnat plus compétitif avec notamment des rivaux à la hauteur, comme l'Atlético Madrid, le Real, et dans une moindre mesure, Valence. Ce n'est pas le cas du PSG qui est un peu isolé, entre guillemets, dans le championnat français. Un directeur sportif à la hauteur des ambitions. Ils avaient Leonardo une période, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Tandis que FC Barcelone a Tiki Beguiristen et a eu par le passé le gardien Zubizarreta, même si aujourd'hui c'est un tout autre gardien, un tout autre directeur sportif. Et une dernière raison, les revenus des droits de TV plus conséquents, d'après les rapports des agences de notation, notamment PricewaterhouseCoopers, le S&P Standard & Poor's et également KPMG, notamment Deloitte, qui a révélé, d'après une étude qui a été faite, que le PSG avait des recettes de droits de TVA autour de 50-60 millions d'euros, alors que du côté du FC Barcelone, on était à 2 fois plus. Alors, chers messieurs et dames, quel est votre avis par rapport à ce genre de situation? Georges Guibous. Mais déjà, le tableau, il résume très bien la situation. Le dernier point, je ne suis pas très d'accord parce que de toutes les façons, c'est vrai que le PSG n'a pas de gros revenus en termes de droits TV, mais je ne pense pas que le problème au niveau de Paris, ce soit... C'est un ensemble de c'est pas des problèmes financiers, mais honnêtement, le tableau résume très bien. Le centre de formation, oui, peut-être, parce que il y a des équipes de jeunes au PSG, mais non pas véritablement un centre de formation. Et déjà, les Qataris, en venant, ils n'ont jamais pensé miser sur la formation des jeunes. Le directeur sportif, ça c'est un gros point d'interrogation. Depuis que Leonardo est parti, on se demande ce qui se passe au PSG. Ils ont été bloqués l'année dernière par le fair play financier. Vous avez 60 millions à investir, vous les mettez sur un défenseur central alors qu'Ibra a déjà 33 ans. Cavani a eu des problèmes personnels, des problèmes de blessures qui laissaient présager qu'il n'allait pas faire une grosse saison. Donc lorsqu'on fait une équipe pour aller jusqu'en finale de Champions League, ça s'est vu sur la confrontation avec le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain n'était vraiment pas au niveau. Et, le fait de dire qu'ils sont dans un championnat où physiquement ils arrivent en fin de saison moins aguerris que les autres équipes comme le Barça, ça peut se comprendre. Mais le PSG, honnêtement, ça manque d'âme depuis le départ de Leonardo. Alors, parce que, comme le disait Pierre Ménès très justement à la fin de la rencontre, le PSG, les Qataris sont venus pas avec un esprit vraiment footballistique, ils sont venus avec un esprit, on forme une grande famille, on est tout beau, mais c'est pas ça. Il faut vendre des joueurs, il faut acheter. Le FC Barcelone l'a très bien fait il y a 2 ans. Ils ont eu une alerte avec Messi blessé en quart de finale face au PSG. Ils ont senti que sans Messi, ils étaient en difficulté. L'année d'après, ils ont pris Neymar. L'année d'ensuite, ils ont pris Suarez. Et aujourd'hui, ils ont un trio d'attaque MSN dont on va parler tout à l'heure, formidable. Et ils ne dépendent plus d'un seul joueur. Alors, vous, Serge Nicolas, qui est arrivé au Cameroun il y a quelques jours, comment, selon vous, l'élimination du PSG a pu se faire ressentir, notamment à Paris? Précisément à Paris, parce que j'y étais, le match aller. Paris, c'est une équipe aujourd'hui qui est en construction. Niveau médiatique, on va le dire, parce que footballistiquement parlant, ils ont quand même des joueurs de niveau international qui sont prêts à défendre les couleurs de leur club. Mais Barcelone, c'est un club déjà intégré dans le système des Ligues des Champions. C'est déjà Messi, il dort dessus en fait. Donc du coup, Paris, c'est un problème de... En regardant le match, j'ai trouvé un complexe d'infériorité par rapport à Barcelone. Parce que Van der Wiel qui n'était pas... C'est pas à la hauteur, qui n'était pas 100%. Voilà, il ne se sentait vraiment pas... Du coup, c'est ça les véritables raisons de la domination de Barcelone face au PSG. D'accord. On va évoluer avec cette autre analyse autour de ce ratio de joueurs qui, du côté, puisqu'on va parler de la MSN, qui, du côté du championnat espagnol, inscrit un nombre incalculable de buts, c'est-à-dire qu'un ratio de buts assez conséquent. Vous allez le voir juste à l'image, justement, on voit que les joueurs qui marquent énormément, les ratios sont assez élevés. Messi marque un but tous les 4,41 tirs, Mandzukic 4,17, Neymar 3,94, Carlos Bacca, le joueur Ibaka de Séville, en est à 3,53. C'est quand même assez élevé. Et devinez qui est le premier? On parle de Griezmann, c'est quand même assez élevé. Et du coup, on retrouve encore le duo de la MSN parmi ce ratio de joueurs, Georges Guibous. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils sont dans un championnat où les niveaux d'exigence est très très élevé. Le Barça l'année dernière avait un joueur comme Alexis Sanchez, qui est un joueur très performant. Mais comme le niveau d'exigence est tel qu'on ne peut pas se permettre d'être moyen, ils s'en sont débarrassés. Pourtant, c'est un formidable joueur. Donc, ils sont dans des championnats où les objectifs en fin de saison, c'est clairement gagner le championnat, ça ne se discute même pas, et faire un bon résultat. Et quand je dis bon résultat en Champions League, c'est la gagner. Donc, à partir de là, les gens ne courent pas pareil. Ça s'est vu il y a 2 jours. Paris Saint-Germain-Barcelone, il y a une équipe qui courait, il y en a une autre qui ne courait pas. Lorsque vous regardez sur les phases de récupération du Barça, c'était tout de suite 4 joueurs sur le joueur du PSG.
Mais le PSG avait du mal, ça ne courait pas. Moi, je peux bien comprendre qu'il y ait des problèmes. Au match aller, je me suis dit, bon, le PSG n'est pas au complet, il y a beaucoup de blessés et tout. Mais au match retour, honnêtement, ça ne se justifiait pas. Un tel écart physique, un tel écart dans l'engagement, dans l'envie, ça ne se justifie pas. Donc le championnat français, à ce niveau, pénalise un peu le PSG parce que la concurrence n'est pas la même. Oui, Albert Bati. Bon, on va encore dire que... Ça y est. Non, c'est pas ça y est. On va encore dire que j'embête les gens. Mais quand j'entends Serge et Georges, bon, là, je suis énervé. Je suis énervé pourquoi? Vous êtes en train de montrer un tableau. Non, mais attends. Montrer un tableau aux téléspectateurs, vous expliquez que le Barça est au-dessus parce qu'effectivement, ils viennent de gagner une Ligue des Champions. Moi, je reprends les dernières confrontations entre le PSG et le Barça. On était, avant ce match-là, à une égalité parfaite. D'où vous sortez vos dires? De quoi vous parlez? On parle d'un tableau, c'est super facile de donner des décisions et de raconter ce que vous êtes en train de raconter après un match. J'aurais aimé qu'on vous pose les mêmes questions avant le match aller. D'ailleurs, même avant les matchs de Chelsea, tu nous dis que tu viens de France et que de France, tu as pu faire ces analyses. Il ne faut pas tromper les téléspectateurs. Il faut leur dire la vérité. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais des 5 dernières confrontations? Est-ce que tu sais que le PSG, c'est la bête noire du Barça? Pour nous dire qu'aujourd'hui, effectivement, le PSG est en deçà. Et c'est pas parce que je suis pro-PSG. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, les chiffres, je suis désolé, les chiffres vous embêtent, mais les chiffres, ils parlent. Justement, on parle des chiffres. On va évoluer, Georges Guibos. Justement, vous allez revenir avec le cas Albert, puisqu'on parle des chiffres. On va s'intéresser au PSG. Pourquoi? Parce qu'avec la comparaison avec la MSN, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le FC Barcelone est au-dessus du PSG. Alors, on va voir ce tableau qui va nous révéler un certain nombre d'informations autour du Paris Saint-Germain. Le tableau principal concernant le Paris Saint-Germain, qu'on va voir juste à l'instant, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous relater un certain nombre de faits. Alors, ce tableau qu'on va voir à l'instant qui va devoir se présenter concernant le Paris Saint-Germain, alors on va le voir sur un gros plan, très bien, on va comprendre une chose très claire. Le nombre de buts inscrits par l'effectif du PSG cette saison. Alors, faites très attention. En championnat, le PSG a inscrit 58 buts. En Coupe de France, le PSG a inscrit 13 buts. En Champions League, le PSG a inscrit 14 buts. En Coupe de la Ligue, le PSG a inscrit 9 buts, soit un total de 94 buts cette saison. On peut se dire que c'est quand même assez considérable, Georges Guibos. Le PSG a une très bonne équipe, personne n'en a jamais douté, contrairement à ce que Albert peut penser. Nous n'avons jamais douté que le PSG avait une très bonne équipe. Avant cette confrontation, moi je croyais un peu. J'étais sceptique parce qu'il y avait 7 absents quand même. Quand vous avez 7 joueurs de votre 11 qui manquent, c'est beaucoup. Mais c'était pas dans le tableau. Maintenant, ce que je veux dire, c'était pas dans le tableau. Tu ne l'as pas dit dans ton analyse. Par rapport à ça, tu t'es basé sur le tableau pour l'analyse. Je reviens sur le tableau pour confirmer que c'est pas normal qu'en 2 ans, après la dernière confrontation entre le PSG et le Barça, l'équipe du PSG n'a pas évolué. Il y a eu Cavani. C'est-à-dire qu'elle n'a pas évolué. Il y a eu Cavani, il y a eu David. Le Barça, il est sur 4 tableaux. Est-ce que le Barça est sur 4 tableaux? Ils sont sur 3 tableaux. Ok. Le PSG est sur combien de tableaux? Sur 4 tableaux. Bon. D'accord. Tout simplement parce qu'en France, vous avez la Coupe de France, Coupe de la Ligue. En Espagne, ça n'existe pas, ça. Très bien, on va donc très bien. Au-delà de ça. Oui, très bien. Avant que vous ne preniez la parole de Serge Nicolas, on va juste évoluer avec une autre analyse. Toujours, j'invite les téléspectateurs à retenir ce chiffre, les totaux de buts inscrits par le PSG cette saison, 94 buts. On évolue avec cet autre tableau qui va illustrer le nombre de buts inscrits par la MSN. Alors là, faites très attention. Le FC Barcelone a inscrit 140 buts cette saison. L'impact de la MSN est le suivant. En UEFA, la MSN Messi, Suarez, Neymar, ils ont inscrit 20 buts. En Liga, Messi, Suarez, Neymar ont inscrit 64 buts. En Coupe du Roi, Messi, Suarez, Neymar ont inscrit 11 buts. Les totaux font 95 buts, soit un but de plus que l'ensemble de l'effectif du PSG. Et le ratio de ce nombre de buts inscrits par la MSN par rapport au nombre de buts inscrits par le FC Barcelone dans sa totalité est de 67,85%. Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que les dés semblent piper, décidément. Mais bien sûr, évidemment, je ne suis pas d'accord. Lorsque je construis mon évidemment, équipe, mais il prend la parole avant vous. Albert, lorsque je construis mon équipe, je la construis en fonction de mes objectifs. D'accord. Lorsque j'ai pour objectif de gagner une Champions League, je ne démarre pas en début de saison. On me dit, fair play financier, tu peux dépenser que 60 millions, tu vends personne et tu t'achètes un défenseur central. Tu ne veux pas aller en finale de Champions League. Le Barça dont tu parles, il y a 2 ans, quand ils ont rencontré le PSG, entre ce Barça et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu Neymar, il y a eu Suarez. Et ça te change tout. Donc, ils ont construit leur équipe
pour aller en finale de Champions League. Parce que ces 2 dernières années, ils ont eu du mal. Ils se sont dit, il faut qu'on se renforce sur le plan offensif. Ils ont pris une raclée face au Bayern, ils ont pris une raclée face au Real. Ils ont dit, ça suffit. Ils ont renforcé le secteur défensif. Le milieu, il est solide. Iniesta, il tient sur la forme. En attaque, ils ont renforcé. C'est tout. Le PSG, ils ont renforcé comment? Ibra, il a 33 ans, il est finissant, il se blesse tout le temps. Cavani, il est fini. on va pas Tu faire, sais que on va pas faire d'un âne chaque cheval de fois course. que les journalistes ils ont dit qu'il était fini, il est venu planter 3 buts derrière. Donc j'annonce c'est en qu'il va Champions League, planter c'est en Champions prochain League qu'il match faut les puisque planter. tu as Oui, parlé mais ce encore sera à une fois. Lille, mais Il ce va sera à aller Lille. planter 3 Oui, buts. Georges Gibou, c'est... Maintenant, je vais te dire Oui. un truc sur les propos que tu énonces parce que, encore une fois, J'ai on annoncé. essaye de tromper les téléspectateurs. Ah, ok, d'accord. Le problème, c'est quoi? Le championnat espagnol, il est tourné vers l'offensive. C'est un championnat qui est fait pour qu'on marque des buts. Tu vas nous dire le contraire, Serge? Je suis d'accord. Bon, le championnat français, il est très tactique. On est sur une position défensive. Non seulement on aura moins de buts, mais on aura même moins de spectacles. Puisque c'est un championnat qui est moins basé sur le spectacle. C'est pour ça qu'on a été chercher Ibra. Et le Ibra dont tu parles, qui a remis le niveau du PSG, parce que je te signale que ça fait 3 ans que le PSG est en tête, qui joue sur tous les tableaux depuis 3 ans, mais tu es en train de dénigrer ce club. Je ne peux pas te laisser faire. Mais Georges, Je ne peux pas te laisser qui au faire. Et PSG? Serge, toi qui viens de France, comment tu peux laisser passer de tels Je te propos pose une question. en t'alliant à Je vais Georges répondre. ici présent? Non, Je vais répondre. non, Je lui pose juste une question. Oui. Qui au PSG Georges, aujourd'hui serait Georges. titulaire au Barça? Qui au PSG aujourd'hui serait titulaire au Barça? parce que Ibra... Non, cite-moi deux Alors moi, joueurs. je te demande Qui juste serait une pas chose. titulaire? Oui, mais attends, est-ce que Ibra n'a pas joué au Barça? Mais il serait pas Est-ce titulaire. que Ibra n'a pas joué au J'ai dit Barça? aujourd'hui, Albert. Laquelle- Aujourd'hui, qui Mais serait au aujourd'hui, PSG il a quel titulaire au âge? Barça? Parce que Messi, Mais c'est de ça dans que je 10 parle. ans, il va être encore Même capable de étant jouer au Barça, Barça. même Tu étant veux Barça, tromper quel les était- gens? Quel était son Non, je bilan? dis aujourd'hui, quel Voilà, joueur du PSG je serait vais te titulaire dire, au Barça? tu sais quoi, il Quel revient, était son il bilan au revient à Barça? la raison, Serge. Il a entendu mes propos. Il revient à la raison. Non. Parle-lui. On va Très laisser bien, Serge, Georges on va Gibou. laisser Parle-lui. Serge. Oui, Serge. Ce que je vais mentionner, Oui. ça va dans le sens où le Barça, Dans quel sens? depuis un mois et demi, Albert, Tu je vas vous en dans prie. quel depuis sens? un mois et Albert, je vous demi, en prie. le Barça est en montée en puissance. Ils ont fait une montée en puissance. Ils sont insaisissables en ce moment. La MSN, il n'y a pas une défense qui dira qu'ils n'ont pas bavé. Par contre, le PSG, ça dandine. Il n'y a Comment pas de ça, ça stabilité. dandine? Comment ça, il n'y a Ça pas de dandine Albert, un instant. déjà Albert, au un niveau instant. du championnat de France, ils n'arrivent pas à s'imposer comme il faut. Mais ils sont premiers, qu'est-ce que tu Ils sont racontes? premiers. Ils sont premiers, ils Ils- n'arrivent pas à s'imposer. Ils sont Qu'est-ce que premiers. ça Quelle dandine? est l'ambiance Vous êtes du premiers championnat? du championnat, Quelle est vous êtes- l'ambiance Albert, quelle est Albert, l'ambiance oui. du championnat Albert. français, par Oui. exemple? Quelle est l'ambiance du championnat français? Ça joue. Le Barça, on sait ce que ça donne contre une équipe comme Getafe, tout ça. On sait ce que ça donne. C'est une attaque insaisissable. Le PSG, c'est à la 90e minute. Les gens sont en train de sortir du stade. Quel Il va falloir 90e minute? qu'un Qu'est-ce que sauveur tu racontes, fasse Serge? quelque chose. Moi, Mais je non. regarde des matchs. Albert, Albert, Mais non. Je suis Mais supporter du non. PSG. Déjà, Mais non. ils sont pas Georges premiers, Gibou. Albert. Georges Gibou, Mais Albert. ils sont pas premiers. deuxièmes parce qu'ils ont un Ben match voilà. en retard. Ben, Serge, alors, le match qu'est-ce en que tu- retard, Alors, ça Serge, ne garantit pas une explique- victoire. Je suis explique-nous désolé. ta définition. Je suis désolé. Non, Un match en explique-nous ta retard ne définition. garantit Albert, pas une Albert, victoire. Non, Serge, il je vous faut en qu'il prie. nous explique sa Il va vous l'expliquer. définition du mot Il dandiner. n'y a pas de souci, il va vous expliquer. On va évoluer justement toujours avec la MSN, avec les performances autour de Messi, qui est quand même à plus de 60% à l'auteur des belles prestations de la MSN. Alors on observe justement Messi qui a inscrit son 400e but il y a quelques jours en Liga, 278 en Liga, 75 en Ligue des Champions, 32 en Coupe du Roi, 10 en compétition, je crois que c'est la Coupe de l'UEFA, 1 en la Super Coupe d'Europe et 4 en Coupe du Monde. Aujourd'hui, Lionel Messi, 28 ans, 400 buts avec le FC Barcelone. Déjà à ton niveau, Sophie, c'est quand même énorme. Hein. Tu peux le reconnaître. C'est Ça, c'est clair. de la Je veux folie. dire, 400 buts. Pour un jeune joueur de son âge, c'est Ouais. juste impressionnant. Non, c'est un exploit. Alors, Georges Gibous, le cas Messi, qui sans doute par rapport à la MSN, a un poids considérable au niveau des statistiques qu'on la MSN. Ben, Messi, déjà, on le présente plus. Je crois que c'est la 5e ou la 6e fois qu'on parle de lui dans cette émission. C'est un extraterrestre. Ça, c'est 4 ballons d'or d'affilée. Ça ne se discute pas. L'intelligence de ce joueur-là, personnellement, je lui ai prêté sur ce plateau des qualités en tant que coéquipier, pas les meilleures. Mais je dis, il a eu l'intelligence de comprendre qu'on lui avait associé 2 très très bons joueurs qui allaient lui permettre de gagner des titres. Parce que ce qui fait courir ces gens-là, c'est des titres. Il veut gagner des titres, donc on lui a associé de bons joueurs. Il a su s'intégrer dans ce collectif-là et c'est magnifique. Très bien, justement, la MSN, qui est le trio d'attaque du FC Barcelone, on va faire la comparaison avec l'élément suivant, la comparaison avec d'autres trios qui se sont qualifiés pour cette compétition, qu'on va voir justement à l'instant. On va observer des faits assez conséquents. Je vais demander à la technique de nous agrandir. On remarque que la MSN a inscrit 20 buts en Ligue des Champions, la BBC, Benzema, Belk, Ronaldo ont inscrit 16 buts, Ribéry, Lewandowski et Robben en sont à 10 buts, et Tevez et Morata en sont à 8 buts.
C'est-à-dire que là, quand on voit cela, au niveau des joueurs offensifs de chaque club qualifié pour les demi-finales, j'ai pas envie de dire que la MSN semble être encore au-dessus ou bien un favori pour le titre, Serge Ekwala. C'est, comme je vous dis, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Il faut être réaliste, c'est pas comparable. Quand on parle de MSN aujourd'hui, il n'y a rien à faire. On n'appelle pas une attaque au monde. Donc, Comment ça, c'est pas comparable? C'est pas comparable, c'est une attaque. C'est marrant parce que moi j'ai fait une comparaison justement. Comment ça, c'est pas comparable? Vous parlez de quelle attaque? J'ai fait une comparaison MSN BBC. MSN, c'est l'équipe du Barça. Donc Messi en salaire 20 millions, Suarez 10 millions, Neymar 8 millions. C'est pas les salaires. Je fais une comparaison sur plusieurs tableaux. Je suis obligé de la faire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on parle de chiffres. Tu nous dis c'est pas comparable. C'est pas comparable quoi? Mais il parle de sportif. Mais même sur un plan sportif, qui a le plus grand nombre de Coupes d'Europe entre les deux clubs? On parle des trois. On parle de BBC. On parle d'un club. Ça ne se pose pas comme question. On est d'accord. Albert Bati, on est bien d'accord. On va évoluer sur ce sujet avec Sophie autour du Man of the Day de la semaine, justement, Sophie. Oui, alors le Man of the Day de la semaine, bon, déjà c'est un montage par Richard Naha des 3 meilleurs joueurs de la semaine, oui. Camerounais, qui évoluent à l'étranger. Donc on va regarder. Les 3 joueurs, justement, les trois joueurs nominés pour le Man of the Day. Yes. Les nominés du Man of the Day sont le Lyonnais Henri Bédimo, le latéral camerounais, figure dans l'équipe de la 33e journée de Ligue 1. Clinton J, auteur du premier but lyonnais, a encore été rayonnant et est devenu un maillon essentiel de l'équipe lyonnaise. Samuel Eto'o, face à Cesena, malgré ses nombreuses percussions offensives, n'a pas pu trouver le chemin des filets face à Cesena. À vos votes sur nos pages Facebook, Twitter, Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour évoluer autour du second sujet de cette édition concernant le focus local par rapport aux conséquences de l'inexistence du football jeune au Cameroun. Alors on rappelle, récemment il y a eu des tournois qui se sont déroulés par rapport justement à ce football jeune. On va essayer de comprendre quel impact ces tournois peuvent avoir, quel avantage, quelles conséquences, quelle incidence d'ailleurs, ou c'est juste des lesbons Albert Bati selon vous? Sur quoi? Sur le fait que... L'inexistence du football jeune au Cameroun actuellement. Déjà, il n'y a pas de football professionnel, comme voudrais-tu, qu'il y ait un football jeune. Et puis on a un éducateur là qui va nous dire exactement le contraire de ce que moi j'allais dire. Tu vois, j'aurais préféré le laisser parler, mais je vais le dire. Je vais le dire parce que, en fait, la vraie question, c'est est-ce que les jeunes aujourd'hui, parce que c'est ce que tu nous avais demandé un petit peu, est-ce que les jeunes sont aux abois? Quelle est la responsabilité des jeunes? Moi, je me tourne vers l'éducateur sportif. Parce que je sais vers quoi tu vas tendre, puisque j'entendais tes propos. Tu vas défendre la jeunesse aujourd'hui. Mais quelle est la responsabilité des jeunes? C'est une question? Oui. D'accord. Avant que je puisse m'exprimer. D'accord. La responsabilité d'un jeune dans le monde footballistique. Oui. Le jeune, c'est une éducation de base. Parce que tout commence à cet âge. Si à cet âge, tu n'as pas eu une formation suivie, plus tard, ça te rattrapera. C'est ça la différence entre l'Afrique, je vais dire le Cameroun précisément, et le monde extérieur, l'Europe. Au Cameroun, c'est regrettable qu'on vive aujourd'hui sans football jeune. C'est très très regrettable. À votre avis, quelles conséquences ça peut avoir au niveau des sélections premières? Georges Gimbos, là on est en train de voir en image un tournoi qui s'est déroulé récemment avec les Brasiliens du Cameroun, qui ont été organisés par les Brasiliens du Cameroun. On voit un peu comment ça se passait, etc. La Easter Cup, ils l'ont appelé ainsi. Vous pensez que de la sorte, on peut arriver à quelque chose, sincèrement? Mais déjà, moi j'entends un amalgame tout le temps, on dit il n'y a pas de football jeune, il n'y a pas de football jeune. Il manque un championnat pour des jeunes, il n'y a pas de championnat du jeune, et encore, parce que récemment le comité de normalisation a quand même procédé au coup d'envoi du championnat jeune, même si, comme d'habitude, on fait des choses, on a l'impression que c'est juste pour les caméras, parce qu'au moment où on faisait le coup d'envoi, le calendrier de la saison n'était pas encore sorti. Mais il y a un football jeune, notamment avec le tournoi que vous montrez, dont la finale s'est jouée samedi dernier. Mais Georges, vous n'avez pas dû la faire sur ce plateau. Un tournoi, ils sont bien sympas, c'est du Cameroun, ils sont bien sympas ce qu'ils ont fait. Mais un tournoi organisé pendant 10 jours, vous tirez la conclusion qu'il y a un football jeu au Cameroun. Mais vous n'avez pas dû la faire sur ce plateau, Georges. Mais Clinton J, il sort d'où?
Il sort sans doute de là, bien sûr, on est Ils sortent des d'accord. brasseries. Puis tu sais ce qui m'embête chez Georges, Il ne faudrait surtout pas que ça puisse vous embêter. Mais ça m'embête un petit peu, Georges, je vais te pas. le dire. Non mais je vais te le dire. Il y a un mois ici, tu nous disais qu'il n'y avait pas de formation au Cameroun et Bien maintenant sûr. tu défends la formation. Non, on confond. Mais Je dis, comment on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de football jeune. Tous les centres de formation qui sont dans les rues. Quels centres de formation? Mais est-ce que... Mais il y en a, maintenant est-ce que c'est structuré ou pas, ça c'est notre débat. Oui, mais- il y a des centres de formation. Il y a les brasseries, il y a KSA, il y a une multitude de centres de Georges formation. Gimbos, vous êtes très doué, vous êtes très habile, ça, je dois vous l'avouer. Mais cependant, le sens de la question n'était pas à ce niveau, c'était simplement de savoir, Il manque une organisation. justement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compétition? C'est là la question. Il n'y a pas de compétition, déjà vous n'avez pas de fédération. Comment vous voulez avoir une compétition sans fédération? Justement, quelles sont les conséquences, le fait qu'il n'y en ait pas, puisque vous y arrivez enfin? Mais les conséquences, elles sont toutes simples. Les conséquences, elles sont que il manque effectivement un championnat au niveau des différentes catégories de jeunes. Et la conséquence, c'est que nos équipes juniors, je ne sais pas trop comment, mais on parvient toujours à les constituer. Il y a des U23, il y a des U20, il y a des U17 et tout. Donc on parvient quand même à trouver des jeunes. Ça veut dire qu'il y a un football jeune. Maintenant, l'organisation derrière, il n'y en a pas. Et le problème se ressent juste, les conséquences, elles se ressentent juste à Est-ce que tu notre es au équipe courant senior. que souvent c'est les parents qui emmènent les enfants jouer au football? Est-ce que s'il y avait une demande c'est comme de ça dans certains le monde gamins, entier. est-ce que s'il y avait une demande de certains gamins, si demain tu as des gamins qui te demandent de leur organiser une partie de football, tu ne serais pas capable de le faire? Déjà, Aujourd'hui au football, de quelle organisation on a besoin? Déjà. Quelle organisation ultra compétente on a besoin pour La structurer première chose, certaines Albert, choses? Vous pensez que pour organiser le football jeune dans un état qui, entre guillemets, où on pratique le football, on n'a pas besoin d'une certaine organisation, non? Vous pensez que non? Ça dépend à quel niveau on veut jouer. Déjà, ça commence par quoi? Il faudrait d'abord reprendre Mais certaines lorsqu'on est choses. le Cameroun, Aujourd'hui, mais je vois- Albert, lorsqu'on est le Cameroun, Oui. vous pensez qu'on n'a pas droit à un certain sérieux pour l'organisation Mais du... bien sûr que je pense qu'on a le droit à un certain sérieux. C'est C'est pas dans du le- tout ce que je suis en train de dire. c'est dans le niveau Vous êtes qu'on- en train de qu'on dire attend nous. concrètement, il n'y a pas de football parce qu'il n'y a pas d'organisation. Moi, je dis déjà, il n'y a pas de football parce qu'il n'y a pas d'envie. Si. Ah bon, mais envie de la part ça, des c'est gens. oui, non, quoi, c'est Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis désolé. C'est-à-dire, Je suis désolé, je suis Non, pas là, d'accord. là, je suis pas L'envie, d'accord. il y en a. Mais c'est des il y structures en a qui envie, il y en manquent. a. C'est des Oui, structures qui c'est manquent. ça. J'ai L'envie, vu il y des en a. stades qui sont vides. Albert, Elle est où L'envie, il y l'envie? en a. Albert, je vous en Non, prie. Bah, quelle envie? Nous parlons des acteurs. Mais en Nous parlons des 1980, acteurs, pas des supporters. Albert, Quand tu me dis dans d'accord. un terrain il n'y a pas de public, le public vient Mais des parce fois, qu'il y a il y a du beau même pas de spectacle. joueurs. On parle du football jeune. on parle Voilà. de football Albert, jeune, il n'y a même pas de bien jeunes. sûr. Parce que Bien les sûr. jeunes, tu nous l'as dit tout à l'heure, ils sont désespérés. Et maintenant, tu es en train de dire, il y a de Non. l'envie. Ils On les sont- voit tous ils les sont dimanches, on les voit. désespérés, ils ont Albert. Tu désespéré. sais quoi? Ils Et sont tu le désespérés sais, parce tu qu'il y le a pas- sais, Serge. Quand on était jeune, je squattais les terrains de football Oh, bah, c'était tous pas les au jours de la Cameroun. semaine. Ouais, bah, c'était pas au C'était en Cameroun. 39-45. Ouais, Mais c'était pas au Faut Cameroun. arrêter. Parce qu'ici, on n'est pas venu chercher beaucoup de joueurs ici. Albert, c'est pas là la question. C'est Albert. plus la même Albert, chose. Albert, Pas les jeunes, pas les jeunes. Arrêtez. À l'époque, Pas les Albert, jeunes. Albert, à Pas les l'époque, jeunes. à Bah, l'époque, j'ai jamais été jeune, moi. Je suis né à 40 ans. Albert, je veux dire, à l'époque, Albert, excuse-moi. Albert, Je suis né à 40 Excuse-moi, ans. Albert. Oui. Quand tu parles, Oui, Serge. quand tu parles d'époque, Quelle il faut époque? préciser. Oui, C'est je ça. parle pas de Ils sont 39-45. devenus Eh ben, justement, mais Je Serge parle Nicolas, d'une- Serge, Je pense Albert, que le but, Georges, c'est aussi quand même de donner notre avis par rapport aux problèmes sportifs que nous rencontrons chez nous, aux téléspectateurs. Si on est là pour s'engueuler, Alors non, personne déjà, on n'en- s'engueule pas. Bon, les gens se crient, Georges, les Albert, téléspectateurs n'entendent rien de ce qu'on dit parce qu'on se gueule dessus. Donc, ce que je veux dire, Albert, ok, Oui. à l'époque, il n'y avait pas forcément de gros championnats de jeunes. Comment c'était organisé à l'époque? Parce que la première chose, c'est un problème structurel. Vous ne pouvez pas demander, moi je vois, déjà Albert, moi je vais te dire, quand vous Ouais. dites qu'il n'y a pas de football jeune, moi j'ai des jeunes actuellement en première division au Cameroun, j'ai commencé à travailler avec eux, ils avaient 15 ans. Ouais. Comment ils arrivent en première division? C'est parce qu'il y a de football jeune. Maintenant, est-ce qu'il y a des lumières dessus? Non. Est-ce qu'il y a une organisation pour les suivre? Non. Il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut aller sur le terrain, Albert. Il ne faut pas rester derrière ses livres et commencer à critiquer. C'est Moi, pas je que suis les sur le livres. terrain. Moi, je Je suis sur le suis- terrain, oui, d'accord? je suis Et moi, je d'accord travaille avec qu'ils des sont sur jeunes le qui terrain. sortent tous les matins et qui vont jouer au football. Oui. Et se battent pour ça. Oui. Maintenant, le problème, il est le suivant. ok? Lequel? La première chose, dans la structuration même de la formation. Lorsque moi j'étais plus petit, comment est-ce que les clubs s'entraînaient? Mais tu te rends Entre compte? midi et 2, et nous on allait tous à l'école de 8h à midi, et à la Mais pause, en fait, tu à demandes la pause quoi? on allait Albert, s'entraîner. je vous en prie, D'accord? vous laissez évoluer. À la pause on allait s'entraîner. Le premier problème aujourd'hui, on a des centres de formation partout, et à 8h vous avez des jeunes un lundi en train de s'entraîner. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous faites de ces enfants? Après, ceux qui ne vont pas jouer au football, quand je dis il manque une organisation, c'est de ça que je parle. On ne peut pas être dans un pays où chacun peut ouvrir un centre de formation un beau matin, fixer les horaires qu'il arrange, Je suis d'accord. et envoyer les Et tu enfants peux dans la pas rue. tout le Il faut temps que ce soit désigner un encadré. coupable qui soit ailleurs. Mais Albert- Tu nous dis il faut que ce soit encadré. Il y a des moments où tu es capable aussi d'encadrer un minimum. Albert, il y a un minimum à faire, tu nous l'as dit. Tu l'as dit la dernière fois. Il y a Tu quel nous as enfant, sorti- il y a quel enfant tu en nous Europe as un sorti- lundi à 8h sur un Tu nous terrain as de sorti football? sur ce Ça plateau. n'existe jeune. pas. Tu nous as sorti Dans sur quel ce- pays développé ce tu as un enfant à plateau. 8h un Ça lundi dépend, sur un ça terrain de dépend football? Ça de- n'existe de pas. programme. C'est pas Non, question. ça Mais dépend. Georges, Ça n'existe pas. C'est comme ça qu'il faut Oui, mais organiser ça les dépend. choses. Georges Gimbous et Albert. Albert, je vous en prie. Ça Albert, dépend de il y a pas de comment souci. les- Albert, je vous en Oui, prie. La première chose, c'est ça. Il faut organiser, il faut structurer. Deuxième chose,
ceux qui sont censés former les jeunes, parce que tout le temps tu dis les stades sont vides, mais parce que ça non, manque de c'est pas spectacle. ça. Ceux qui Ce sont censés m'énerve, c'est former que les tout le jeunes. temps on dit faut organiser, faut structurer. Georges Gumbous et Albert, je vous en prie, justement, on va évoluer sur ce sujet avec Serge Ikola, parce que effectivement vous avez été formé à KSA, une école de foot au Cameroun, et également vous avez fait un passage au Brassage du Cameroun il y a quelques années. Aujourd'hui, quand vous voyez une organisation du football jeune dans des conditions comme celle-là, qui sont quand même assez honorables et respectables, etc., quel est votre avis là-dessus? Vous pensez qu'il y a eu une évolution par rapport à votre époque? Si, une grande évolution. À quel niveau? Au niveau des structures déjà. Parce que nous, Mais tu dis le contraire de ce que dit Je Jean. vous en prie, Albert. au niveau des structures déjà, parce que quand je regarde les images, je vois qu'il y a déjà de la pelouse. Nous, on n'en avait pas. D'accord. À l'époque, on n'en avait pas. Eh Parce ben que la donc pelouse maintenant déjà, explique-lui Ça, alors c'est ce que des tu disais. initiatives privées. L'école de Brassier, ça appartient à Maintenant l'entreprise. c'est des initiatives privées. Mais oui, il y a pas Et de donc c'est une régulation au niveau- structure. à l'époque, Au niveau on en avait fédéral, pas. il y en a pas. Mais vous qui êtes justement éducateur La différence, sportif, vous qui êtes justement éducateur sportif en Europe, quel impact un football jeune bien organisé peut avoir, n'est-ce pas, au niveau des équipes seniors éventuellement? C'est la relève. C'est très important parce qu'il faut penser à la relève. Et la relève vient de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a eu ce problème entre la génération 2000 et celle qui enchaîne en 2010 et qui suit. Et la génération actuelle, oui. Voilà. Donc c'est un gros souci. Si on avait une relève, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'équipe nationale, c'est parce qu'il n'y a pas de relève. Très bien. On est obligé de passer Pour avoir par une relève, les joueurs formés en Europe. Les joueurs formés en Europe pour qu'on puisse les recueillir. Parce que Clintondier, on va dire qu'il est formé au Cameroun, mais la base du football, il n'a pas eu. C'est à Lyon qu'il apprend à jouer au foot, qu'il est en train d'exposer. Vous pensez que Clintondier, il y a 2-3 ans, il était au Cameroun, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a 2-3 ans, il était au Cameroun. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est à l'équipe nationale? Je ne pense pas. Très bien, on va évoluer justement. Et Je pense est-ce que pas- c'est une chose Non, quand même Albert, je vous en prie. On va Je pense évoluer. pas. On va, Donc il relève, faut qu'il y ait passage de témoin. hein. Très bien. On va évoluer justement par rapport à ce football jeune en Europe avec ce tableau qui va être assez significatif des conséquences, ou du moins du rôle que peut avoir un football jeune dans la formation, notamment, ou du moins dans la croissance d'un jeune en tout cas. Ça, ce tableau, c'est le championnat espagnol de 18 ans. Alors, on va juste vous expliquer ce championnat. Il y a 7 groupes, de 1 à 7 groupes, constitués de 16 clubs, soit un total de 112 clubs de joueurs de 18 ans qui sont en catégorie considérée comme étant l'excellence du football espagnol. Je ne vous parle pas des catégories en dessous. Et ça vous fait 30 journées par groupe. Ensuite, les 2 premiers de ces groupes s'affrontent entre eux pour avoir 14 journées supplémentaires. On se retrouve à 44 journées. À cela, on ajoute les différentes coupes, et notamment la Champions League des moins de 18 ans pour les meilleures équipes. On a au minimum le chiffre moyen de 50 journées par club en catégorie de moins de 18 ans en Espagne. C'est-à-dire que quoi? Rappelons qu'en moins de 18 ans, les joueurs ont en moyenne entre 16 et 18 ans. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on découvre les Messi, les Iniesta, les Xavi, les Xabi Alonso. Parce qu'effectivement, 50 journées, ça peut vous sembler pour certains assez, pour certains peut-être pour toi Sophie, pas conséquent, mais en réalité 50 journées c'est plus que certains clubs, la majorité des clubs en première division au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez des garçons qui ont 16 ans, qui ont 50 journées de compétition conséquentes dans les jambes. Et notamment, je suis d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Georges Gumbous, des garçons comme eux, si vous prenez la meilleure équipe de cette catégorie de championnat en Espagne, il y a une chance, il y a 9 chances sur 10 qu'elle arrive au Cameroun, les champions du Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi? Bah oui, bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire, c'est... Mais pourquoi, par rapport à cette réalité, on ne prend pas conscience? Mais quand je parle de structuration des choses, il faut toujours s'adapter à son environnement. Ici, on veut toujours faire, c'est-à-dire, on a commencé à parler de professionnalisme, on va organiser des championnats 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est pas adapté. Il a joué au football, moi j'ai joué au football. À l'époque, ça se passait comment? Vous aviez des équipes premières, on nous détectait où? On jouait des OSUC, après on jouait des interquartiers, on venait te chercher l'interquartier, on t'amenait à l'Union Junior. Et à l'Union Junior, si tu étais performant, tu avais une chance de jouer en équipe première. Et les juniors, on jouait où? On se retrouvait en Ligue ou en 3e division, je ne sais pas où on se retrouvait, on jouait. Donc du coup, déjà c'est les meilleurs qui arrivaient. Je ne me levais pas un matin à 8h, je dis bon, je ne vais pas à l'école, je vais m'entraîner, je suis footballeur. Non. À l'école, déjà, il fallait être dans son équipe, il fallait être bon aux OSUC, il fallait être bon aux interquartiers et on se faisait repérer pour aller dans un club. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir 10 000 championnats de différentes catégories. Donc, les meilleurs jeunes se retrouvaient dans les juniors des équipes premières. Ouais. Tous les autres qui ne pouvaient pas, ils restaient au quartier à jouer leurs interquartiers jusqu'à ce qu'ils soient bons. Donc, il faut s'adapter à son environnement. On n'avait pas les moyens de vouloir créer des championnats de 10 ans, de 8 ans, parce que pour cela, il faut des structures de formation. Et ça demande des moyens, ça demande des structures, ça demande des encadreurs. Moi, je vois tous les jours des jeunes qui prennent, on met 22 jeunes dans un avion pour aller faire des tournois, c'est une perte de temps. On met 22 encadreurs dans un avion, ils vont former des millions de jeunes dans ce pays. Mais ça ne se fait pas, les encadreurs, ils ne sont pas formés. Aller dans des centres de formation, moi j'y vais tous les jours, ils n'ont même pas de ballon pour s'entraîner. Ça sert à quoi d'avoir 1000 centres de formation? À rien du tout. Excuse-moi Georges, je vais mentionner un point. Et à l'époque, je vais préciser encore, Albert,
Nous étions, c'était tellement différent parce que même quand on parlait du championnat junior, il existait un championnat junior national à l'époque. Parce que 2 fois de suite, Union a été champion de Cameroun junior. Il existait Unité junior, Lyopa junior, Caïman junior, Port junior. On avait un championnat national. On se retrouvait pour les grandes finales à Yaoundé. Ça donnait... C'est ça, c'est par là que sont passés Womelen, tout ce monde qui sont en train de jouer aujourd'hui. Il fallait passer par là pour la première division. Samuel Eto'o, tout ce monde, ils sont passés par là pour évoluer. Donc Serge, tu nous dis qu'il y a une régression. Mais bien sûr. Ouais, mais la faute à qui? La faute à qui? À la Fédé. Parce que puisque toi, tu es venu... La faute à la Fédé. Excuse-moi de te dire, mais tu n'es plus un jeune. Georges, je vous en prie. Georges, mais tu n'es plus un jeune. Bien sûr. Tu nous parlais tout à l'heure de relève. À quel moment tu passes le témoin? À quel moment, toi qui as des compétences, tu te mets à encadrer tout ça? À quel moment, toi, qui nous dis que tu viens, tu as joué jeune interquartier, à quel moment tu as organisé? Il est où ton tournoi interquartier d'ailleurs? C'est ça ma question. Je vous entends discuter en fait depuis, mais je me dis tout le monde se plaint, mais quelle est la solution en fait? Voilà. Mais justement, pour peut-être trouver des éléments. Alors Georges va te dire, il nous faut une structure. Très bien, pour peut-être trouver. Et Serge va te dire, il nous faut une relève. Très bien, Albert, pour trouver. Et ben moi je te dis qu'il faut de l'envie. Très bien, Albert, pour trouver peut-être sans doute des éléments de réponse, on va évoquer, n'est-ce pas, cette prochaine rubrique, le petit journal de Samedi Sport, qui va être présenté simplement par Mirabeau Marop, qui va faire partie dorénavant de cette aventure. Albert, je vous en prie, Mirabeau Marop, invité sur le plateau autour de ce sujet. Mirabeau Marop, je vous en prie, venez prendre place. La place d'Albert, oui. Alors, retour sur le plateau de Samedi Sport, justement avec l'arrivée de Mirabeau. Mirabeau, bonsoir. Bonsoir, Eddie. Alors, on rappelle que cette nouvelle rubrique, le petit journal de Samedi Sport, qui va évoquer, n'est-ce pas, surtout essentiellement l'actualité de la Ligue de football camerounaise. Alors, qu'en est-il de cette actualité, Mirabeau? Bon, il y a la dernière actualité, c'est l'ultime match en retard qu'on a eu cet après-midi du côté de Yaoundé, dans la vieille cuvette de Fandena. L'ultime match en retard, le calendrier de la Ligue 1 est désormais à jour et on va le voir. Le résultat de cet ultime match en retard qui a eu du côté de Yaoundé, c'était entre le Canon Sportif de Yaoundé, le deuxième club le plus titré en Ligue 1, et le Coton Sport de Garoua. Le résultat, un but partout entre les deux équipes. Juste pour dire que c'est le 5e match nul pour Coton Sport de Garoua, engrangé à l'extérieur cette saison. Coton Sport de Garoua reste invaincu, mais en 6 matchs à l'extérieur, Coton Sport de Garoua a eu 5 matchs nuls et une victoire. C'était pour notre Cosmos de Bafia lors de la première journée. En face, le Canon Sportif de Yaoundé met fin à une série de 3 défaites d'affilée. C'est un peu le stop pour ce qui est de la saignée. Le Canon va juste un peu mieux, mais n'a pas toujours engrangé sa première victoire de la saison. Mais toujours au cours de la semaine, on a eu d'autres matchs en retard, notamment du mardi dernier du côté de Bafia, où Cosmos a battu Unisport du Honcam 2-0. Désormais, Cosmos s'est éloigné de la zone rouge. On va voir un autre match en retard. C'était lundi, le derby, le duel entre les deux leaders. Lyon blessé le Photoni qui accueillait le Coton Sport de Garoua. Et je vous parlais de ces matchs nuls. Coton Sport de Garoua fait match nul. On le voit au classement désormais. Coton Sport de Garoua est seul leader avec 20 points. Deuxième, Lyon blessé le Photoni, 19 points. APS de Fouet, troisième au Marquoir. Young Sports Academy, la surprise avec 17 points. Et quatrième au peloton de la Ligue 1 cette saison. Le Bambouto Football Club de Boudin, on en parle dans quelques minutes. Et cinquième au classement. La seconde page, avec Cosmos qui est 12e, qui s'est un peu éloigné de la zone rouge. Unisport du Honcam qui s'y rapproche, 14e désormais au classement. Fovo Club de Bas avec 15e aux portes de la zone rouge, constitué de UMS de Loum, de Ndjalakan Sport Academy et du Canon de Yaoundé, le deuxième club le plus titré au Cameroun, le Canon de Yaoundé, le PACOM. Le calendrier de la 11e journée qui démarre ce dimanche au complet avec presque toutes les rencontres, parce que seule la rencontre entre Coton Sport de Garoua et Unisport du Honcam ne se joue pas ce dimanche. Pourquoi? Parce que Coton Sport a joué ce jeudi et qu'il faut le temps pour rentrer du côté de Garoua, disputer cette rencontre qui aura lieu finalement mercredi prochain du côté de Garoua. Coton Sport de Garoua accueille Unisport du Honcam. Mais les autres affiches, on les a, Pêcheurs Fou, les Astres, Dragon, Botafogo, c'est le coup double du côté de Yaoundé. Mais la grosse affiche de ce dimanche, c'est l'Union Sportive de Douala qui accueille Bamboto Football Club de Bouddha. C'est le match des supporters en Ligue 1 entre
le club aux millions de supporters, on parle de l'Union sportive de Douala, et le club aux milliards, entre guillemets, de supporters. On rappelle que ce sera retransmis sur les antennes de Canal 2. Match à vivre en live, en exclusivité sur Canal 2 International, et parce qu'on veut mettre les petits places sur les grands, parce que la saison dernière, le match avait fait 25 000 places du côté de la cuvette de Fandena, de la cuvette de Bépanda, presque les 3/4 du stade de la réunification de Douala, parce que ce match était un but partout la saison dernière, que c'était une fête foraine. On vous offre ce soir en exclusivité, un document exclusif. On est allé au cœur du playmaker de l'Union sportive de Douala, Ken Guiladjoé. Sacré joueur, ce Ken Guiladjoé. Il va vous faire l'avant-match entre l'Union sportive de Douala et Bambuto Football Club de Mbouda. Avant-match exclusif. Moi, c'est Ken Guiladjoé, Joseph Henry, le milieu de terrain de l'Union de Douala. J'ai fait mes bancs au Collège Cheval. Je suis titulaire d'un baccalauréat série C. J'ai commencé à Fundesport, la Fondation Samuel Eto'o. Je suis passé à Daga d'abord, avec le président Abou Daga. Et ensuite, je suis allé à DAC. Et là, je me retrouve à l'Union de Douala depuis 2 ans déjà. Ce groupe vit bien. Ce groupe, c'est une bande de gamins, 7, mais c'est des gars qui sont assez matures dans la tête. Et la majorité d'entre eux ont fait des tests en Europe, donc ils savent comment gérer un match. En plus de ça, on a un coach Diallo, qui a un discours vraiment rassembleur, qui a un discours qui te permet de te transcender lors d'un match. Tu te poses la question à la fin du match que attends, c'est moi qui ai joué comme ça, mais vraiment c'est là notre force. Nous sommes prêts, préparés. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une équipe qui vaut Baboutos. Chaque chute cadrée a droit à 10 000 francs. Chaque but marqué, c'est 30 000 payés au stade. Venez au stade, vivez le spectacle. Ça va se jouer sur le terrain. Et sur les gradins alors, n'en parlons plus. Le stade serait plein à craquer. Je crois que l'équipe a grandi, étant donné que chaque fois qu'ils arrivent à Douala, ils sont fiers d'être à Douala. Je crois qu'on va apporter un plus dans cette tâche-là pour que le football avance. Mais c'est normal, c'est leur équipe, ils aiment bien leur équipe, ils vont mettre la faveur au maximum, ils vont donner du temps au maximum. Mais bon, l'Union va rester serein, parce que nous sommes une équipe sereine déjà. Donc ça va se jouer, ce qui est sûr. Ça va bien se jouer ce match. L'affluence du public et autres, c'est ce qu'on veut tous, de jouer dans un grand stade avec plein de bruit, comme le Real de Madrid ou le PSG ou je sais pas, Marseille quoi. Don't miss de rendez-vous du Sunday, c'est tout ce qu'on va dire. Si les Français ont leur OM PSG, nous, on a désormais Union sportive de Douala, Bambuto Football Club de Mbouda. Le choc des supporters, c'est le match qui vaut le détour dans l'entre-deux du stade de la réunification. C'est ce dimanche à 15h30. Mais si vous ne pouvez pas aller du côté de Pépanda, restez devant le petit écran sur Canal 2 International en live et en exclusivité. Ce dimanche, on vous offre la rencontre. Justement, c'est pour cela qu'à la suite de cette fameuse rencontre entre le Barça et le PSG, on en a profité également pour dérouler la nôtre, Union Bambutos. On va donc évoquer le second sujet, tout au moins le troisième sujet de cette édition, autour de la boxe, avec le combat du siècle Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. On invite Serge Bosson qui va rejoindre la place effectivement de Mirabeau. Serge Bosson, je vous en prie, qui va rejoindre la place de Mirabeau Maroc, qui a quitté Mirabeau Maroc. Merci une fois de plus pour cette nouvelle rubrique, cette nouvelle rubrique, le petit journal de Samedi Sport, avec Mirabeau Maroc, qui était une fois de plus dans son exercice. Alors Serge Bosson, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous, une fois de plus, sur le plateau Samedi Sport. Je suis toujours ravi d'être parmi les spécialistes pour discuter de l'actualité sportive. Très bien. À ses côtés, Eric Sissima, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, bienvenue.
Pourtant que moi. Très bien, on en profite donc pour évoluer avec ce combat qui est considéré d'ailleurs comme étant le combat du siècle. Alors, vous, le spécialiste, vous avez une autre analyse de ce sujet. Pourquoi d'ailleurs c'est considéré comme le combat du siècle? Je pense que le combat du 2 mai est considéré comme le combat du siècle parce qu'en réalité, il y a plusieurs paramètres. C'est l'événement sportif le plus cher qui existe depuis que nous existons. Plus cher qu'une Coupe du Monde, plus cher qu'une finale de. Mais pourquoi c'est considéré comme étant plus cher qu'une Coupe du Monde? Quels sont les chiffres qui font en sorte que c'est aujourd'hui plus cher qu'une Coupe du Monde? Les chiffres sont faramineux, c'est-à-dire que Floyd Mayweather, par exemple, a touché 150 millions de dollars juste pour ce combat, qu'il perd ou qu'il gagne. Ah d'accord, c'est énorme. Il touche 150 millions, il a déjà signé. Manny Pacman, lui, il est dans les 120 millions. Donc, les chiffres, en fait, ça fait tourner la tête. Et au niveau des tickets d'entrée au stade, le moins cher, c'est 1500 $. Il y a 16 000 places. Pas 8 000 $, la place. En fait, pour les places, je dis que à 10 jours de l'événement, la Fédé va mettre en vente 500 tickets seulement, 2500, parce que les autres, vous l'imaginez, sont pris par les plus grandes sociétés, les plus grands partenaires. On est à Las Vegas, c'est la folie. C'est énorme. Donc voilà, c'est énorme. Alors, Sophie, justement, vous qui étiez du côté des États-Unis, un cas comme Floyd Mayweather, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'au Cameroun, on peut ne pas savoir ce que c'est. Est-ce que c'est l'équivalent de Samuel Eto'o ici au Cameroun? Est-ce que c'est l'équivalent de, je ne sais pas, qui encore? Oui, enfin, je pense que il peut être comparé à le Samuel Eto'o géré de la boxe. Aux États-Unis aujourd'hui, il est undefeated. C'est-à-dire qu'il ne perd jamais. À chaque fois qu'il rentre sur un ring, c'est pour générer de l'argent et de l'argent et de l'argent. Et c'est quelqu'un qui il en est conscient. Il en est conscient, il en joue. Avec des stars autour de lui, voilà, des people. Voilà, c'est son désir de vouloir toujours avoir plus qui fait que, je pense, sur le ring, il est sans doute le meilleur. On ne le touche pas. Alors, Eric, vous qui êtes l'adepte ici sur ce plateau de la boxe, vous, Mayweather, c'est au-dessus de Tyson, selon vous? Non, comparer Tyson à Floyd Mayweather, je dirais que c'est pas la même catégorie, forcément. C'est pas la même catégorie et c'est pas la même carrière, c'est pas le même profil. Tyson, c'est quelqu'un qui a été surprotégé par son clan. Il n'a pas fait ses classes comme Mayweather les a faites. Mayweather a été amateur, a gagné les Golden Gloves, il a été médaillé olympique à Atlanta avant d'entamer une carrière professionnelle. Tyson, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est un joueur, c'est un boxeur redoutable, certes, mais il a surtout rencontré des boxeurs qui étaient finissants. Quand il a fallu rencontrer des gens de sa carrière comme Lennox, il a jeté sa ceinture à la poubelle. Et quand il a fallu... Vous voulez dire que ce n'est pas le cas de Mayweather aujourd'hui, il est très... Ah non, je pense que Mayweather est tombé dedans quand il était petit. Oui, mais d'ailleurs, certains annoncent, bon, je pense peut-être que, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ce combat, Manny Pacquiao, ça risque d'être un peu... laisser aller, quoi, de la part de Mayweather pour pouvoir, pourquoi pas, gagner le jackpot. Je pense que c'est mal connaître l'homme. Ah, d'accord. Parce qu'au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est prétentieux, il est orgueilleux, il est fier. C'est une rockstar. Il va sûrement pas se coucher, quel que soit le montant qu'on va lui donner. Mais à 36 ans, à cet âge, tout le monde l'âge qu'il a aujourd'hui, comment fait-il pour être toujours au top? Est-ce que généralement chez les sportifs, là on parlait du football il y a quelques minutes, je sais que le footballeur à 36 ans c'est KO, c'est cuit. Mais lui, 36 ans, il est toujours au top de sa forme. Que se passe-t-il? Mais en face, il a un bonhomme qui a 1 an de moins. Donc c'est la même catégorie. Il joue la même partition. Et je dis, Mayweather est tombé dedans quand il était petit. Il ne faut pas oublier que son père a été un grand boxeur dans le catégorie moyen. Vous voulez nous dire que c'est héréditaire? C'est pas héréditaire, mais il a travaillé pour arriver là et je ne pense pas qu'il soit question qu'il se couche. Et dans sa tête, il y a quand même les 49 victoires de Rocky Marciano, sans défaite, qui doivent trotter. Et il n'est pas loin de ce record. 47. Vous pensez qu'il va y arriver? J'en suis certain, j'en suis même persuadé et je mettrai une pièce dessus. À quel âge? Il est en pleine maturité. Et puis, il n'a pas pris un coup. Pourquoi on l'appelle Pretty Boy? Parce qu'il n'a jamais pris de coup sérieux. Il a un work contrairement à Pacman qui a déjà subi la dure loi du chaos. En face, il y a un gars qui est tout neuf. Mais quelle différence pouvez-vous nous relater entre Mayweather, Mohamed Ali, Tyson? Tyson a évoqué surtout Mohamed Ali parce que c'est vrai, c'est des boxeurs assez
on peut dire aujourd'hui légendaire, parce que Mohamed Ali a marqué son époque. Aujourd'hui, Mayweather est en train de marquer son époque. D'ailleurs, comment expliquez-vous? Parce qu'avant d'évoquer ce sujet, on s'est rendu compte qu'au sein de l'opinion, surtout localement, on a l'impression que Mayweather, c'est quelqu'un, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Comment pouvez-vous expliquer que ça ne parle pas autant à des personnes? Il faut savoir une chose, c'est que mondialement, dans la boxe, le public est focalisé sur les grosses catégories, sur les lourds. Mohamed Ali est un symbole à plusieurs titres. C'est celui qui a tenu tête aux Blancs. Ouais. C'est celui qui a forcé l'admiration des uns et des autres. Parce que quand il passe de Cassius Clay à Mohamed Ali, il y a quand même un problème. Ouais. Le premier phrasé Ali dans les années 70, c'est monumental. Ouais. Je ne parle pas du fabuleux Foreman contre Ali en 74, où là on avait le bon nègre, Foreman, entre guillemets, et le mauvais nègre, Ali. Et pour faire une comparaison, ce serait plutôt proche d'un Nagler que d'un Ali. Parce que Ali, il est ailleurs, il est sur une autre planète. Ah d'accord. Vous considérez que Ali, c'est véritablement un boxeur hors norme? On en a eu un et on a cassé le moule. Mais il n'y en aura pas deux. Les grands combats de boxe qu'il y a eu à l'époque de Mohamed Ali, il y avait vous aussi, Serge Bosson, mais éventuellement Georges Guibous et bien sûr Sophie Aïda. Est-ce qu'il y avait autant d'enjeux financiers, autant de marketing, autant d'intérêt des médias? Bon, vous me direz, c'est sans doute à cause de l'époque. Oui. Mais pourquoi tout d'un coup, cette explosion des chiffres? Là, il parlait de 150 millions de dollars, quelle que soit la valeur de l'argent. Attendez, moi, vous m'emmenez sur le terrain de la boxe. Je vais vous emmener sur le terrain du foot. Est-ce que Pelé a gagné autant que Messi? Exactement. Tout a changé, la donne a changé. Aujourd'hui, c'est du business. Exact. Et du marketing. Floyd Mayweather n'est pas... est un boxeur, certes, mais pas que. Voilà. C'est d'abord un produit. Exactement, c'est une marque. En tant que produit, Serge Bosson, est-il bankable? Est-il bien placé? Est-ce qu'autour de lui, on fait le nécessaire pour que vraiment ça aille encore plus haut que cela? Oui, bien entendu. Je pense qu'il faut comprendre le système. Je pense que aux États-Unis, avec toutes les fédérations sont organisées de telle manière qu'elles génèrent énormément d'argent. Et il y a 2 diffuseurs qui sont sur le coup. Je pense que beaucoup de Camerounais regardent des nouvelles séries qui viennent de US en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des diffuseurs qui ont racheté les droits de transmission, les maisons de production. Il y a la HBO et puis Showtime. Il y a souvent des séries où on voit en fait ces gars-là qui organisent des séries. Le problème avec la bourse, c'est qu'elles ont racheté les droits d'image et elles attendent en fait des revenus pratiquement de 400 à 500 millions. C'est-à-dire que, parce qu'en réalité, ce combat, on ne va pas le regarder à la télé aux États-Unis comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudra acheter une carte, un pay-per-view à pratiquement $100. Et toute cette machine-là autour, depuis pratiquement 5 ans, on ne parle que de cet événement. C'est-à-dire que c'est préparé depuis 5 ans. Donc depuis 5 ans, tout est en marche pour que l'événement du 2 mai soit l'événement le plus cher en fait du monde. Donc tu as toute la panoplie, toute la batterie de marketing qui est autour, on intéresse les gens, on crée bien sûr des frictions entre les deux. Juste, je lisais une interview de Floyd en fait, puisque je le suis sur son compte Twitter, il a dit seulement pour faire lever encore les supporters qu'il estime qu'il est plus fort que Mohamed Ali. On sait que Mohamed Ali c'est un symbole, donc le dire en fait c'est pour susciter encore plus d'engouement. Plus d'engouement autour. C'est une opération de marketing. Effectivement. Ni plus ni moins. Et juste pour parler de la ville, aujourd'hui Las Vegas, si vous tapez une chambre de réservation à Las Vegas aujourd'hui, vous êtes à $750 la nuitée. Ouais, c'est énorme. Les chambres les plus banales. La semaine avant et la semaine après, c'est la folie aussi. Vous avez évoqué à l'instant le système mis en place par ceux qui ont organisé cet événement, avec les cartes pour pouvoir amener, inciter les personnes uniquement pour suivre ces rencontres à payer des cartes pay-per-view. Uniquement pour cette rencontre. Oui, effectivement. Cette stratégie-là, est-ce que elle est hors norme ou c'est une stratégie typiquement américaine? Parce que c'est la société américaine qui pousse à cela ou effectivement, je crois que c'est typiquement américain. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de pay-per-view en France. En gros, faisons comprendre aux téléspectateurs que l'individu lambda a son abonnement, que sais-je encore, chez lui, mais uniquement pour nous rencontrer, il faut une carte encore spéciale, comme si celle qui n'avait pas n'existait pas. Effectivement, ça dit qu'il faudrait une carte en fait qui va vous donner le signal, sinon vous ne voyez pas le match. C'est comme si on va au cinéma. Effectivement, c'est comme si tu payes en fait un billet d'entrée au cinéma. Voilà. Il faudra aller acheter le pay-per-view à $99 et puis pour être capable de voir à la maison.
Et même au niveau de Las Vegas, il y a les hôtels de la MGM qui ont organisé effectivement des soirées. C'est un peu comme si on va voir un match de foot, mais le ticket d'entrée c'est $150. Alors, dans la soirée, hein. C'est-à-dire que quelqu'un a son établissement et puis il fait une diffusion, mais pour rentrer dans l'établissement, pour regarder la diffusion, il faut payer $150. Parce que lui, il a l'abonnement, c'est ça. Voilà. Quel mécanisme. Marketing. Quel mécanisme. C'est pour ça qu'on l'appelle Money Mayweather. Money Mayweather. Alors là, ne me faites pas savoir que les retombées de tout cela, Mayweather doit sans doute les... Mais bien sûr. Bien sûr, je crois Bien que... sûr. Mais c'est énorme. Juste un exemple. Mais il joue le jeu, c'est ça le truc. Mais je suis quand même surpris de quelque chose. Ça fait 10 minutes qu'on parle de Mayweather, qu'on parle d'un combat, on a l'impression qu'il va boxer tout seul. On est d'accord, on est d'accord. Aucun événement de la valeur, il faut qu'en face, il y ait quand même quelqu'un. On va y arriver juste Cet événement ne vaut la peine que parce qu'en face, il n'y a pas de cas. On est d'accord, on va y arriver. Attendez, il ne faut pas occulter, il n'est pas à faire valoir, lui. On est d'accord. Attendez, il faut qu'on parle de tout le monde. On va y arriver. On y est parce qu'on va y arriver. Alors justement, dans la continuité de vos propos, c'est spécial tout cela, véritablement. C'est vraiment la société américaine qui pousse à cela. On est bien d'accord, Serge Bosson? Oui, effectivement. Je pense que c'est... on l'a dit, hein, il s'est fait appeler, Money. Je vois que c'est un événement, je suis sûr que beaucoup de Camerounais vont suivre. Il faudra d'ailleurs suivre parce que c'est un exemple en termes de... Rappelons que c'est le 2 mai. Hein. C'est le 2 mai, effectivement, dans la nuit du 2 mai. Les tickets ont été commencé à être en vente. Je pense que j'ai un signal sur moi qui va me permettre de voir la rencontre. Dommage que les Camerounais peuvent aller chez vous. Non, $150. Je pense que... $150. Je pense que ce sera retransmis par des chaînes qui se respectent. Et effectivement, je veux dire, l'événement est tellement prestigieux. Et comme l'a dit, je dis qu'on ne peut pas arriver. On a vu les combats avant, hein, mais il a boxé contre d'autres boxeurs, mais il n'y avait pas ce niveau. Je pense que c'est parce qu'en face, il y a Pac-Man. Pac-Man, c'est un monstre vivant. En parlant de Pac-Man, revenons avec Eric. Vous nous allez évoquer le cas de Mayweather, on est d'accord? Je joue en Philippines. Déjà, il y a cette petite information, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus sur ce plateau. Apparemment, Pacquiao, lorsqu'il combat en Philippines, le taux de criminalité baisse. Comment expliquez-vous cette... Je ne sais pas quelle influence il a sur le gangstérisme. Paraît-il, bon, ce sont des ragots. Les criminels, ils sont devant la télé. Ils sont devant la télé, tout simplement. Ils sont devant la télé. Peut-être. Après, ils vont boire une bière, les enfants, le temps. Je ne sais pas, je n'ai pas de procès d'intention. En termes de boxe, que pouvez-vous dire de Pac-Man, justement? Pac-Man, justement, c'est un monsieur qui est respectable et respecté aux Philippines. Il faut savoir qu'il a commencé la boxe très très tôt, il a commencé à 14 ans, il est passé pro à 16 ans. Ouais. Il a quand même été un des premiers asiatiques à avoir 3 titres mondiaux. Quand on regarde par rapport aux adversaires qu'ils ont rencontrés l'un et l'autre, à savoir Eton, qu'il a atomisé lui, KO au second round, mais que Mayweather a battu KO au 10e round. Quand il a rencontré le Golden Boy, il le stoppe définitivement au 8e round. Alors qu'il a emmené Mayweather jusqu'à la fin, sur décision. Donc, si on devait comparer l'efficacité de l'un et de l'autre par rapport à leurs adversaires communs, on pourrait peut-être mettre une pièce sur Pac-Man. Quoique je n'y crois pas trop. Ah ouais. Parce que Pac-Man n'est pas à la hauteur de Pacquiao, non? Pac-Man de Pacquiao, c'est celui de Mayweather, autant pour moi. En fait, je pense qu'il est à la hauteur et c'est Mayweather qui a un problème. Ah, d'accord. Parce que au niveau du physique, ils sont pareils. Ils ont le même cardio. Ils peuvent tenir 12 rounds à fond les manettes. Sauf que jusqu'à présent, dans la stratégie de Mayweather, c'est un peu, grâce à son esquive, sa mobilité, à faire travailler son adversaire dans le vent, dans la première partie du combat, pour pouvoir rentrer à fond dans la seconde. Or là, il va avoir à faire, pour utiliser une métaphore, un pitbull, qui est capable pendant 12 rounds de ne pas le lâcher. Et en plus, c'est une fausse patte, c'est un gaucher. Ça fait 2 équations qu'il va falloir que Mayweather solutionne. Le problème, c'est pas Pac-Man. Il n'a rien à perdre, il a déjà été couché. Mais Mayweather, il peut sortir de là où il est et se retrouver comme le commun des boxeurs.
est-ce que... Les poches pleines. Oui, bien sûr. Certes. Et je pense que c'est là que va se jouer le combat, parce qu'en réalité... Et le fait que ce soit Las Vegas, c'est pas à la faveur de l'un par rapport à l'autre, non? Ils ont tous boxé déjà à Las Vegas. Ils sont tous la même fédération. Et puis Las Vegas, les trois grandes fédérations sont effectivement... C'est la mecque de la boxe anglaise. Ça ne pouvait qu'avoir lieu à Las Vegas. Mais juste pour revenir une seconde, je dis que c'est là que va se jouer le combat, parce qu'on le sait, mais très efficace, très rapide, avec son jab pour bloquer, et une esquive qui n'a pas de pareil. Je vous invite à faire attention à ce qui passe actuellement à l'écran. Remercie aussi Colin Sponton pour ce qui m'a relevé. Et on remarque effectivement que la place minimum, comme tout à l'heure vous étiez en train d'indiquer, on est loin du chiffre, c'est-à-dire 8 000 $. C'est quasiment 5 millions de francs CFA. C'est-à-dire que pour être isolé dans une partie quelconque de la salle, 5 millions de francs CFA pour quelques minutes de boxe. Oui, c'est pas pour monsieur tout le monde. On a du lourd et du troll et du très lourd. Mais c'est 100 fois plus les chiffres du football. Les chiffres de je ne sais quelle discipline. Faut quand même sortir un article sur Mayweather. Je crois qu'il rentre en fait dans le clan très serré des sportifs qui gagnent plus de 100 millions de $ sur une année. Donc, je sais qu'avant lui, il y avait Tiger Woods qui le faisait. Maintenant, il y a lui, il y a eu Jordan. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est au plafond. C'est le mieux payé. Déjà, pour parler seulement du combat, moi, je veux bien, pour 150 millions de $, je veux bien encaisser quelques coups. Il faut s'entraîner un tout petit peu. Donc, maintenant, pour avoir vu les deux derniers combats des deux, contrairement au grand frère, moi, je ne suis pas très convaincu que Pacquiao va tenir. Qu'est-ce qui a fait la force de Pacquiao? Je n'ai pas dit qu'il allait tenir. J'ai dit que Mayweather allait avoir des problèmes. La solution pour lui, ça va être de pourrir le combat. Empêcher Pacman d'arriver à la distance. Déjà, la différence avec combien de rounds, tout ça, ça peut être géré. Ça va aller au bout. Je pense que ça va aller au bout parce que personne ne va se découvrir assez pour prendre un contre. Et ça ne va pas se jouer non pas sur la qualité physique ou la qualité technique des deux parce qu'ils se valent, mais sur celui qui aura le plus de vices, donc le plus de métier. Et là-dessus, on sait qui est le meilleur. Nous avons en face un acteur, un showman, un rockstar. Déjà, Pacquiao, il faut lui reconnaître tout le chemin qu'il a parcouru. Déjà, de par sa culture, on lui a appris le show à l'américaine. Il a organisé les combats où après il a organisé les concerts derrière. Il a appris à faire le show. Mais déjà en dehors de la boxe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique. Donc déjà, et ça peut justifier même les écarts. Mais pas que, parce qu'il est acteur, chanteur, basketteur professionnel. On lui a appris le show à l'américaine. Mais Mayweather n'a pas besoin de se forcer. Il se trimballe dans un jet privé avec des sacs pleins d'argent. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Philippins sont des crèves-la-faim. C'est un mort de faim. Aujourd'hui, Mayweather n'a plus besoin de se blé. Mais Pacman, lui, pour entretenir tout ce qu'il a comme œuvre sociale aux Philippines, il en a besoin. Et il s'agit d'un combat de fierté pour lui. Au-delà de l'enjeu sportif. C'est vrai que Mayweather, il a dit. Mayweather ne fait pas savoir que si jamais il n'est pas à hauteur du combat ou bien s'il ne remporte pas le combat, il va se passer je ne sais quoi. Non, ce que je veux dire, ce sera un très beau combat. Quelle que soit l'issue, on aura affaire à deux ténors de la boxe. On ne va pas dire qu'ils vont rentrer dans la légende, ça fait X temps qu'ils y sont. Ils ne vont pas rentrer au Panthéon non plus, ils y sont déjà. Mais ce qui va se passer ce soir-là, ça va être du très gros. Mais autant sur le plan sportif que sur le plan financier pour rejoindre on est tous d'accord. Avant que Georges ne prenne la parole, un dernier mot sur ce propos concernant le combat du siècle. Êtes-vous d'accord que c'est véritablement le combat du siècle? Non, je pense que c'est un truc pour vendre le schmilblick. On en a eu des combats du siècle depuis quelque temps. On est au début du siècle. On a ce qui se fait de mieux en ce moment. Le combat du siècle, je ne suis même pas certain que je le verrai. Parce que peut-être on va dire que c'est le combat du moment. Éric Sissima, qu'il y en a plus d'une dans son sac. Déjà Mayweather de la Hoya, on l'a annoncé déjà. On l'a annoncé pareil. Moi, je pense que de par les trajectoires des deux boxeurs, de par tout ce qu'il y a derrière, en termes de palmarès, en termes de Mayweather invaincu, Pacman, c'est une machine. On peut comprendre qu'on le présente comme le combat du siècle. Maintenant, les marketeurs, pour eux, tout est le combat du siècle. Chaque dimanche, on a le match du siècle. Donc ça peut se comprendre. Ça nous a fait tout le temps. On va en profiter, monsieur. Parce qu'en fait,
on ne fait pas que le dire. Je dis que ce sont des chiffres. C'est ça, c'est ça. Oui, mais Parce qu'en réalité, les chiffres, on les fait monter. Aucun événement n'a remporté 500 millions de dollars. dollars. Je suis d'accord, mais en termes de spectacle, tout à l'heure, il parlait de la notoriété. Même la finale de la NFL tout à l'heure, il parlait de la notoriété. Qu'est-ce qui fait que Mayweather, au-delà des frontières américaines, n'est pas si célèbre que ça? Parce qu'en fait, il est plus célèbre en dehors des rings qu'en dedans. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vous offre du spectacle. Moi, j'ai vu tous ces combats. Tyson, il était spectaculaire. Pourquoi? Les gens, ils viennent voir ça. C'est pour ça qu'on n'aime pas Caillot. On veut du sang. Les gens, ils veulent voir du sang. Les gens, ils veulent voir des gens par terre. Les gens, ils veulent voir du chaos. Moi, je ne paye pas 8000 $ pour voir un gars qui esquive. Non. Les gens, ils veulent de la bataille. C'est pour ça que Pacquiao, il est célèbre et que Tyson était célèbre. Très bien, Georges Guibous et Serge Bousson. On va emporter pour sortir, avant de sortir justement, une actualité locale autour du kickboxing, Eric. Je suis très heureux qu'on me pose la question parce que parler de ces sommités que sont Pacman et puis Mayweather, c'est bien, mais parler des locaux, c'est mieux. C'est très sympa. Donc, nous avons une affiche ce week-end à Yaoundé au camp de l'unité. L'affiche du siècle. Non, pas, je vais vous la faire comme ça, l'affiche du siècle. Organisée par la Fédération camerounaise de kickboxing et la Fédération camerounaise de boxe. Nous aurons à l'affiche, au programme de cette soirée, des demi-finales nationales kickboxing, des tournois internationaux, 2 combats internationaux entre le Mali et le Cameroun, et surtout la rentrée des champions en boxe anglaise. On a tendance à oublier au Cameroun que c'est quand même la boxe anglaise qui a donné les premières médailles olympiques au Cameroun, pour ne pas citer le regretté Joseph Bessala et Nongo Ebanga. Donc à cette affiche de rentrée des champions, nous allons avoir Léopold Feuque contre Sopo. Je vais un peu prêcher pour ma chapelle parce que Feuque est un collègue. Oui, d'accord. Et dans son coin, il y aura un certain Ississima Jeff, qui est le fils de celui qui vous parle. Ah ouais, on a bien compris. Bravo à vous, Eric. On va justement avancer avec vous, Sophie, autour de... Alors nous allons passer aux les plus beaux moments sportifs de la semaine. Et c'est dans le Zapnet avec au montage Richard Naha. Sky back at the front and controlling with 4 riders. Etix quick step just going along. Oh, and here we go. Get across if you can because the 7:13 to Paris is just about to stop the peloton. Arnold Demar getting there. Oh, and the police are stopping it now. Police are stopping it. Riders trying to get away and around. Oh, dear, oh, dear, oh, dear. That's not what you want to see. And we were just saying that this could happen. David Boucher yesterday in the Equipe was actually, I tell you what, no wonder the policeman was stopping the last rider going across because that's a TGV train. Thankfully it slowed down. Обаче всичко приключи. О, господи, какво влизане! Това не е сцена от екшън филм, това е по всички правилници на футболната игра директен червен картон. Няма как да скочиш по този начин. Yassine Brahimi, FC Porto, joueur international pour l'équipe d'Algérie, sur le Samedi Sport, sur Canal 2 International. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour évoquer le 4e sujet de cette édition concernant le retour du play-off à NBA, avec notamment le cas de nos compatriotes camerounais pour savoir justement quel a été
le bilan de leur saison. On profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des internautes qui réagissent depuis pas mal de temps, notamment sur la page Facebook de l'émission Samedi Sport et sur notre page Twitter, Sekou Serré, effectivement, qui n'arrête pas de réagir, qu'on remercie, Ben Dedison également et plein d'autres qu'on ne pourra malheureusement pas lire pour l'instant. On évolue donc Arthur Djorwane qui nous a rejoint. Arthur, bonsoir. Bonsoir Edith. C'est avec une fois de plus de retour parmi nous. Toujours très content de faire partie de la famille Samedi Sport. Très bien. Alors, on évolue avec le cas de nos compatriotes Luc Bamouté, les joueurs Embiid. Quel a été le bilan de la saison du côté des Philadelphia Sixers? Sont-ils du moins update pour les playoffs cette année? Pas du tout, pas du tout. Nos compatriotes Joel Embiid, qui était numéro 3 de la draft cette année, a été blessé toute la saison, blessé juste avant son accession à NBA. Il n'a pas participé à la saison. Très certainement, il fera une très bonne deuxième saison l'année prochaine. Quant à Luc Bamouté, j'ai envie de dire c'est une saison tranquille pour lui. L'équipe n'est pas totalement au niveau. Ils ne sont pas en play-off. Donc voilà, nos compatriotes ont passé plutôt une saison tranquille. Bamouté, c'est vraiment un spécialiste de la défense. Ça défend toujours aussi bien de son côté. Il a l'expérience, il encadre les jeunes. Joel Embiid, c'est un vrai projet. Les Philadelphia 76ers, c'est une équipe en vrai projet avec un effectif prometteur pour l'avenir. Très souvent, c'est des effectifs comme ça ne fait pas les playoffs, ça marque des coups. Ouais. Et donc, c'est vraiment un pari pour l'avenir. Donc, on verra à partir de la saison prochaine. Alors, avec vous, Sophie, il y a cette actualité autour de Luc Bamouté qui, aujourd'hui, entre guillemets, en train de faire la démarche pour pouvoir être propriétaire d'un club national en France, notamment Besançon. Exactement, qu'en est-il? Alors, c'est pas pour être propriétaire, mais plutôt pour être président du club, en fait. Ouais. Et le but, en fait, c'est de faire un partenariat avec ce club-là. On suppose qu'il va mettre il va introduire des actions. Voilà, oui, un petit peu. En fait, c'est un partenariat. Le club utilise son image et puis lui, il donne de son image donc pour être président du club et pour faciliter en fait des échanges et puis surtout qu'il a un camp de basket. Est-ce que justement ça peut être utile justement pour son fameux camp? Est-ce que c'est une démarche stratégique? Je pense que c'est tout à fait une démarche stratégique parce qu'il a fait partir déjà pas mal de jeunes à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, dont Joel Embiid qui s'est retrouvé en NBA. Donc je pense que c'est tout à fait stratégique et je pense que c'est une super initiative parce que là, enfin, il aura un club qui sera prêt à accueillir des jeunes. C'est un club qui était en Pro A pour lequel il est en train de tout faire pour ramener en Pro A l'année prochaine. Alors Georges, après le camp, aujourd'hui, la démarche pour le club de Besançon, pour le président, comme disait Sophie Aïda à l'instant, bien sûr, c'est aussi le parcours en NBA, c'est remarquable. Décidément, on comprend que tout cela est pensé, tout cela est réfléchi. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas les dés au hasard. Mais bien sûr, lorsqu'on parle dans le sport, lorsqu'on parle de professionnalisme, il y a toujours une vision derrière. Il ne faut pas croire que le sport, c'est juste prendre une balle, quelle que soit la balle de basket ou de football, et commencer à courir. Non. En fonction de l'objectif qu'on se fixe à moyen et à long terme, on met sur pied un certain nombre d'actions, et notamment ces actions-là, c'est de faire des partenariats comme cela. Ça veut dire que le club de Besançon, non seulement il vise la Pro A, mais au-delà de la Pro A, il pense effectivement aux opportunités qu'un joueur comme un personnage comme Bamouté pourrait leur apporter au niveau des États-Unis. Et maintenant, au niveau de la relève même, ils savent que Bamouté, dans les deux camps, chacun trouve un intérêt. Le club aura ses ouvertures. Et maintenant, du côté de Bamouté, comme elle disait, ce sera une terre d'accueil favorable pour les jeunes Camerounais qu'il forme ici pendant ces camps. Très bien, revenons avec la NBA et les playoffs avec vous, Arthur Djorwane. Aujourd'hui, est-ce que au niveau des conférences S éventuellement, est-ce qu'il y a des grandes surprises, des absents? Bien sûr, il y a d'énormes surprises là. Je vous vois sourire un tout petit peu en disant, on dirait qu'il y en a quelques-uns dont vous êtes heureux de ne pas voir à ce niveau. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis même déçu. Ça fait 4 ans que la conférence Est était dominée par une équipe principalement qui était le Miami Heat, avec LeBron James. Tout le monde sait, l'actualité, LeBron James est rentré à Cleveland. Miami n'est pas en playoff. Leur deuxième star, Dwayne Wade, a été toute la saison gêné par des blessures. Et la troisième star, Chris Bosh, a eu un problème dans les poumons et un début d'embolie. Et il est out pour la saison. Donc, le momentum l'année dernière, c'était Miami. Deuxième grosse équipe, c'était Indiana. La star d'Indiana, Paul George, s'est blessé. Out quasiment toute la saison, il a tenté de revenir à la fin pour faire un gros rallye, il n'a pas pu, les deux équipes ne sont pas en play-off. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Une équipe qui était bien positionnée à l'Est l'année dernière, Atlanta Hawks, 3e, 4e l'année dernière, cette année,
jackpot, bingo, ils sont premiers. Donc vous savez qu'en saison régulière, en NBA, pendant à peu près 6 mois, vous luttez pour avoir les meilleures places, les 8 premières places pour aller en playoff. Il faut compétir pour les playoffs. Voilà, et donc le premier cette année en conférence Est, c'est Atlanta. Atlanta affrontera donc le 8e, le 2e affronte le 7e. Il n'y a pas un joueur qui sort du lot du côté d'Atlanta? Non, justement. Alors la particularité d'Atlanta, c'est que c'est vraiment une équipe. C'est une équipe, c'est un gros bloc. Les 5 joueurs ou les 12 joueurs, les 15 joueurs qui forment l'équipe sont vraiment assez homogènes. Par contre, le numéro 2 de la conférence Est, ben, c'est Cleveland. LeBron James, ils ont très mal débuté la saison, ils ont fini très très fort. Tout le monde attend la vraie histoire. LeBron James qui rentre chez lui et qui gagne avec la paire avec le meneur de jeu. Kyrie Irving qui a tenu l'équipe pendant que LeBron James était du côté de Miami. Kyrie Irving et Kevin Love, le pivot qui traîne un peu sa peine. Mais l'équipe en fin de saison régulière, depuis la moitié de la saison régulière jusqu'en fin de saison régulière, tournait très 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 fort. Kevin Love, LeBron James, Kyrie Irving. C'est l'équivalent de la MSN selon vous, non? Non, la MSN a l'air quand même d'un très très haut niveau cette année. Je pense que la MSN c'était l'année dernière. Avec Miami. Avec Miami. Je pense, c'est plutôt ça. Ouais. D'accord, revenons là où on évoquait la conférence Est et du côté de la conférence Ouest. Alors du côté de la conférence Ouest, c'est simple. Rudy Tomjanovic, l'ancien coach de Houston Rockets, disait toujours « Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion ». Tant que le champion en titre n'est pas tombé, ça reste la référence. Le champion en titre se trouve à l'ouest, c'est San Antonio Spurs. San Antonio Spurs de Tim Duncan, de Tony Parker, de Manu Ginobili notamment. Cette année, ça a été très très dur pour eux. San Antonio était 2e, 3e jusqu'à la dernière journée de la saison régulière. Le dernier match, ils l'ont perdu, ils se sont retrouvés 6e. Donc ils héritent d'un mauvais tirage, ils affronteront le 3e. Par contre, la deuxième grosse équipe aussi de la saison de la conférence Ouest l'année dernière, c'était les Oklahoma City Thunder de Kevin Durant. Kevin Durant a été blessé toute la saison. Voilà, Ibaka aussi blessé toute la saison. Et c'est Russell Westbrook qui a tenu l'équipe avec des performances individuelles hors normes, mais il n'a pas pu amener l'équipe en playoff. Ils ne sont pas en playoff. Alors c'est qui la surprise cette année? Je vous écoute. Golden State Warriors, connus, on ne les connaissait pas. La dernière fois que Golden State Warriors a été énorme en NBA, c'était du temps de Latrell Sprewell, c'était il y a 15 ans. Ah, vous vous souvenez de lui, hein. Oui, c'était Latrell Sprewell, c'était la grosse équipe, c'était Mullin à l'époque. Alors, Stephen Curry. Cette année, c'est Stephen Curry, c'est le phénomène. Il est jeune. De nulle part. Pour les dames, il est beau, il joue très bien. On va poser la question à Sophie. Stephen Curry, comment vous le trouvez? Ah non, mais so fine, il est juste... et puis c'est... Son jeu, son you know. Mais Georges Guibous n'est pas d'accord. Mais on revient toujours par rapport à ces conférences Ouest. Golden State Warriors, c'est Klay Thompson, c'est Stephen Curry. C'est eux qui ont une saison à plus de 60 victoires. Il faut savoir qu'en NBA... Justement, on voyait à l'image à l'instant les performances de Stephen Curry avec les Golden State Warriors. Je vais demander à la technique de nous remettre, n'est-ce pas, ces éléments comme ça pendant que vous relatez. Stephen Curry, il faut savoir que déjà, je pense que le bonhomme a un gros ego. Pendant l'intersaison l'année dernière, il a dit « Je pense que je serai le meilleur joueur NBA, je n'ai pas peur des LeBron James ou des autres, je pense que je vais y arriver, je suis le meilleur joueur. » Cette année, il explose. On parle de lui pour être MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la saison régulière. Il est jeune, il est vachement jeune quand même. Hein. Il est jeune. C'est pas un record de précocité, non? Oh non, peut-être pas. LeBron James était très précoce. Hein. Très précoce. Et bon, c'est vrai que là, la carrure, on dirait pas un jeune, mais LeBron James était très jeune. Cette année, vous savez que les équipes à plus de 60 victoires, souvent, ça va loin. Sauf que, en conférence Ouest, on a eu des cas par le passé, des équipes totalement surprises qui font plus de 60 victoires mais qui n'arrivent pas au bout. Généralement, ça n'arrive pas au bout. C'était Minnesota avec Kevin Garnett en 2003, c'était Sacramento Kings en 2004 avec l'équipe de Chris Webber, de Vlade Divac. Généralement, les costauds triomphent à la fin. Le costaud à l'ouest, ça reste quand même un peu les Spurs qui ont cette extraordinaire expérience. Mais c'est pas peu vieux. Ils sont vieux, mais on disait ça la saison passée. Ils ont affronté l'équivalent de la MSN de Miami et ils les ont ratatinés l'année dernière. Donc franchement, les Spurs, c'est une science du basket. C'est Popovich. Je pense qu'ils ne feront pas le poids face à Houston. Je crois qu'ils vont. Houston aussi, James Harden, c'est pas mal. Oui, justement, il y a une question. Là, tandis qu'on voit, là, ils sont avec les Golden State Warriors et génial. Il y a une question qui me tarde l'esprit depuis pas mal de temps. D'ailleurs, j'en profite de votre présence, le spécialiste du basket. C'est le cas Noah. Déjà, les Bulls, où en sont-ils?
Alors, les Bulls, c'est très surprenant. Vous savez, en cette année, en début de saison régulière, on s'est dit ça va se jouer entre Cleveland ou les Bulls. Parce que Miami, ils ont perdu LeBron James. Personne n'a vu venir là, on voit le Stephen Curry. Hein. Voilà, tout à fait. Le mignon garçon de Sophie Aïda. Vous devez être content, hein, Sophie. Hein. La technique, elle a fait exprès pour vous, hein, Sophie. Hein. Donc, les Bulls, on les attendait très haut. Mais bizarrement, ils ne sont pas aussi hauts que ça. Les Bulls ont une star, Derrick Rose, qui est blessé depuis 4 ans à peu près toutes les années. C'est une vraie énigme. Par contre, du côté des Bulls, il y a un joueur qu'on n'attendait absolument pas, qui est parti des Lakers, qui s'appelle Pau Gasol et qui vit une sorte de deuxième jeunesse. Pau Gasol a déjà un certain âge, il a tenu les Bulls cette année. Au côté de Yannick. Aux côtés de Joachim. Joachim. Le fils. Joachim. Aux côtés de Joachim Noah, qui reste toujours le spécialiste de la défense. Mais Tom Thibodeau, le coach des Bulls, a réussi à insuffler à cette équipe quand même un gros esprit de défense. Cette information est très sportive. Joachim, qui depuis un certain temps renonce à la sélection l'équipe de France, qu'est-ce qui lui arrive? Ça fait pas 6 mois, ça fait il y a des années. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'a pas le mal de... Je sais pas, il a mal... Là, on va le dire clairement, il a le mal de la France. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il se sentirait pas... un peu trop camerounais peut-être? Plus camerounais, moi je pense que c'est ça. On le voit tout le temps traîner à Yaoundé, il prend plaisir à jouer au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai attachement. Il y a ces histoires d'à chaque fois, on met en avant la blessure, ainsi de suite. Du côté des Français, on le supplie moins parce qu'ils ont une nouvelle star, Rudy Gobert, qui a complètement explosé et qui est vraiment efficace pour eux. D'accord, très bien. Très bien. On va donc sortir de ce sujet. On remercie Thierry Romanet pour vos interventions. Juste un petit scoop quand même, parce qu'on est Camerounais, ce serait bien d'encourager les Camerounais. Il y a un jeune Camerounais joueur à Northwestern University, JP Tokoro, qui vient de se présenter à la draft en fait. Donc c'est le petit-fils de Jean-Pierre Tokoto. Et il a joué donc dans l'équipe, il est titulaire dans l'équipe d'université de Michael Jordan. Très bien, c'est un big deal. Très bien, on va évoquer ce sujet sans doute dans les prochaines émissions. On profite tout simplement pour suivre la bande-annonce du prochain sujet. Le jeudi 7 mai, immersion au sein des ligues américaines, la NFL, NBA, NHL, MLS, pour vous expliquer le fonctionnement entre les dites ligues et leurs franchises. Pourquoi et comment l'international camerounais Oyongo Bitolo s'est-il retrouvé dans l'impasse. Ce sera à suivre en exclusivité pour la prochaine édition de Samedi Sport. Alors, avant de sortir définitivement de ce sujet, on va profiter pour vous remettre le résultat de votre Man of the Day par Sophie Aïda. Le résultat du Man of the Day n'est autre que Clinton Jay. Super, une fois de plus, Clinton Jay qui, à la dernière édition, avait déjà remporté le Man of the Day. C'est la première fois que, de manière consécutive, un sportif, notamment un footballeur, remporte le Man of the Day. On en profite pour remercier l'ensemble de tous ceux qui ont été présents pour cette édition, notamment nos techniciens Colès Ronchan et tout le monde parmi vous. Sachez que nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport.